Alors, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour une nouvelle présentation du cours sur les réseaux électriques. Donc, la dernière fois, on avait traité le cas d'un schéma, du schéma TT. C'est ce qu'on a appelé le régime du neutre. Alors maintenant, on va parler du deuxième schéma qui est le schéma TN. Donc, ce que je dois vous rappeler, c'est que la première lettre, ici, donc ça indique la façon dont le neutre est lié. Voilà, bon, en fait, la première lettre, ça concerne le neutre. La deuxième lettre, ça concerne la masse. Donc, lorsque je dis Tn, donc, ça veut dire que le neutre, il est lié à la masse. Par contre, il est lié à la Terre, pardon. Par contre, la masse, elle est liée au neutre. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma ici. Donc, comme vous le voyez, donc, il y a le neutron bleu qui est directement connecté à la Terre. Et rappelez-vous, cette résistance, c'est une résistance de prise de Terre. Et par contre, la masse du récepteur, vous le voyez, hein, donc, elle est connectée au neutre. Voilà, directement vers le neutre. Très bien. Sauf qu'ici, dans le cas du schéma TN, on va envisager deux possibilités. Donc, la première possibilité, c'est lorsque le conducteur de protection qui est en vert jaune ici est séparé du neutre. Mais il y a un autre cas, c'est lorsque on va les mettre en commun. D'accord. Donc, on va développer ça. Donc, voilà. Une remarque, pour le régime de notre TN, la création d'un défaut au niveau d'un récepteur peut être assimilée à une liaison entre la phase et le neutre. C'est le court-circuit. Donc, un défaut dans le schéma TN, c'est un court-circuit. On va comprendre pourquoi. Bien, alors ici, je vais vous présenter le schéma TNS. Donc, le schéma TNS, donc c'est le schéma TN séparé. Donc, séparé pourquoi? Parce que vous voyez ici que le PE, le conducteur de protection, il est séparé du neutre. Très bien. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce schéma? C'est lorsque l'utilisation du schéma TNC est impossible. Très bien. Tout ça pour vous dire que le schéma TNC, c'est toujours le schéma qu'on cherche parce que c'est lui qui coûte le moins cher. Mais dans certaines situations, je ne peux pas l'utiliser. On verra un peu ça en détail après. Donc, dans certaines situations, l'usage du schéma TNC est impossible et c'est là qu'il faut faire appel au TNS. Donc, le TNS, c'est le dernier choix qu'il faut faire. Très bien. Alors, quand est-ce qu'on ne peut pas utiliser le TNC? Dans deux cas. Donc, lorsque la section du conducteur est très importante, donc 10 mm² pour le cuivre et 16 mm² pour l'aluminium, s'il dépasse en fait ces valeurs-là, ou bien c'est lorsque la longueur du câble est trop importante. Dans deux cas, soit vous avez une section du conducteur importante, soit vous avez la section, plutôt la longueur du câble est importante. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser TNC, il faut revenir, il faut choisir dans ce cas le schéma TNS. Très bien. Alors, pourquoi tout ça? Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. De toute façon, après. Alors, mais avant, j'aimerais vous parler du deuxième schéma qui est le TNC. Alors, le TNC, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, le neutre ici, on l'a confondu avec le conducteur de protection. Hein, on l'a confondu avec le conducteur de protection. Et d'ailleurs, il porte l'appellation PEN. Donc, vous avez un PE. Ici, vous avez le PE, le conducteur de protection, en même temps que le neutre. D'accord? Et ça se voit ici, donc le neutre il est à l'intérieur, puis après il faut câbler le neutre récepteur. Donc il y a bien sûr une connexion qui est prévue au niveau du récepteur pour le neutre qui est différente bien sûr de la connexion du PE. Donc le PE,
on le met en contact avec la masse. Par contre, le neutre, donc il y a un endroit prévu pour connecter dans nos récepteurs et cet endroit, bien sûr, c'est différent de la masse. Très bien. Donc, bon, il y a autre chose très important, il y a quelque chose de très important qu'il faut aussi ajouter, c'est que, bien sûr, en cas de défaut, bien sûr, il faut prévoir un système, un DDR, un dispositif de protection qui va couper le courant. Et ici, le dispositif de protection, il est tétrapolaire. On dit tétrapolaire parce que, voilà, donc c'est un dispositif voilà, qui entoure, comme vous le voyez ici, les trois phases plus le neutre. Alors, juste pour vous rappeler ce système, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, bon, je vais un peu revenir en arrière pour vous montrer. Là, nous avons parlé des DDR, justement, donc ça va être juste cette page, celle d'avant, je crois. Voilà, la voici. Donc voilà, c'est le détecteur, hein, c'est le DDR. Et vous avez un détecteur tétrapolaire. Donc vous avez quatre câbles qui passent au travers. Très bien. Alors, on revient. Voilà, donc dans le cas du schéma TNS, on utilise, voilà, donc nous avons un appareil tétrapolaire. Mais ici, un problème se pose au niveau du TNC parce que là, il n'y a plus de phase parmi les trois câbles. D'accord? Il n'y a plus de phase. Et du coup, on ne pourra jamais utiliser un DDR pour capter le diffus. D'accord? Donc, l'usage du DDR, ça nécessite en fait les quatre fils. Ça nécessite l'usage des quatre fils. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la sommation. Donc, il doit faire la sommation des courants, I1 plus I2 plus I3 plus IN, et il va comparer la valeur à 0. Mais là, si vous le mettez, donc, il va toujours voir qu'il y a un défaut parce que le neutre n'est pas là. Donc, si vous mettez le DDR ici, il va toujours se mettre en position défaut, même s'il n'y a pas de défaut. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est un point qui est aussi intéressant. Bon, là, ils disent que le schéma TNC est un schéma toujours recherché. Par contre, le TNS, il coûte plus cher. Donc là, ils nous rappellent un peu dans quelles conditions on utilise le schéma TNC. Bien, maintenant essayons de voir quel est le circuit de défaut, hein, le circuit de défaut pour chaque cas. Bien. Alors, donc le TNC, donc voilà, le nôtre, donc il est déjà, il est ici. Donc maintenant, si vous avez un défaut au niveau du troisième, si la troisième phase est connectée accidentellement via une mise en contact accidentelle avec la carcasse ou bien la masse du récepteur, donc le courant de défaut, il va venir dans la phase 3, d'accord, vous voyez. Puis, il va passer par la carcasse. C'est là qu'il va revenir sur le PEN, d'accord, qui est commun, et puis directement vers la phase, vers le neutre. Très bien. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, le courant de défaut, il va passer venir par l'intermédiaire de la phase 3, donc, puis il va passer par la masse et revenir par les conducteurs PE. D'accord, le conducteur PE. Très bien. Donc, voilà, donc on ferme la boucle. Il faut toujours que la boucle soit fermée. Et la tension, c'est celle qu'on a ici. Hein. La tension, c'est 230 volts. Donc, c'est entre la phase et le neutre d'un étoile qui est de 230 volts. Bien, alors maintenant, ok, étude d'un défaut. Donc, lorsqu'on dit l'étude d'un défaut, donc l'objectif c'est de savoir si le défaut présente un danger réel pour les personnes ou non.
Mais en même temps, ça va nous permettre de savoir quel est le schéma qu'on doit prendre. Est-ce que on se contente d'un schéma TNC ou bien il faut aller plus loin et utiliser un schéma TNS. Bien. Alors, pour le savoir, donc, il faut tout le travail, sera de trouver à quoi est égale l'intensité du courant diffus et de voir quel est son danger ou bien quel est après, une fois que nous avons déterminé cette intensité de diffus, ça va nous permettre aussi de trouver ce qu'on appelle la tension de contact. Et c'est cette tension de contact qu'il faut comparer avec les tensions seuil qu'on connaît tous. Qui sont de seuil qu'on trouve dans un milieu sec, 25 dans un milieu humide et 12 seulement dans le cas d'un milieu mouillé. Bien. Alors, il y a autre chose dont j'aimerais bien vous parler, c'est que lorsque nous avons un schéma TN, donc on a dit que le diffus, ça se transforme en un court-circuit. Et généralement, lorsqu'on a un court-circuit, l'intensité des courants elle est très importante. Et puis, lorsque nous avons un courant très important, nous avons aussi une chute de tension qui est importante. Alors, la chute de tension, ça se produit entre le transformateur dans le poste de transformation et le bâtiment qui est là. D'accord? Donc, rappelez-vous, il y a une grande distance. Hein, il y a une grande distance généralement. Et une grande distance, ça veut dire aussi une chute de tension importante. Ça veut dire d'abord une résistance importante, mais après, ça signifierait également une chute de tension importante, notamment lorsque le courant est important, comme c'est le cas ici, lorsqu'on a un court-circuit. Bien, donc pour nous, l'attention qu'il faut prendre, c'est on recommande une chute de tension de 20% lorsque nous avons un court-circuit. Hein. Donc, la tension normalement du générateur ici, ça doit être égal à 0,8 fois V. Donc, la chute, c'est 0,2. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Alors, nous effectuons l'étude pour un local sec, donc on travaille avec 50 volts comme seuil de protection. Alors, le défaut n'est pas ni limité que par des résistances du conducteur. Alors, ça, c'est grave. Donc, le défaut ici, ou bien seules les résistances des lignes du conducteur vont le limiter. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsque je vous ai montré le chemin du courant ID, eh ben, sur le chemin, on ne rencontre aucune résistance. D'accord? À part, bien sûr, celle des lignes. Bien sûr, je dois aussi vous dire qu'il y a une petite résistance ici qu'on appelle la résistance du défaut, ou bien la résistance de contact, mais c'est une résistance qui est aussi généralement très faible. Donc, si le courant de défaut ne rencontre pas grande résistance, ça veut dire que généralement, dans ces schémas, les courants de défaut, ça devient suffisamment important. Et si les courants de défaut sont importants, ça veut dire que ça facilite tout simplement le déclenchement du disjoncteur. Donc, ça protège plus. Okay. Alors, puisque la résistance, donc c'est la résistance du conducteur, donc il faut passer par l'intermédiaire de cette relation que vous connaissez, ρ fois L sur S. Donc, L, ça doit être la longueur des lignes. OK? Alors, mais il faut faire attention. Plus tard, on verra que là, il faut toujours multiplier par 2 parce qu'il y a l'aller et le retour. Alors, on va voir ça. Donc, dans un exemple, donc voilà, on va considérer un schéma TNC. C'est celui qui coûte moins cher. Donc, c'est toujours le schéma qu'on cherche. C'est pour ça qu'on va travailler avec ce schéma. Alors,
Euh, voilà. Donc on suppose que la longueur du câble d'ici, la longueur du câble de là jusque-là, c'est égal à 80. Bien sûr, la longueur dans ce sens-là, c'est plus importante, mais elle est tenue en considération euh, dans la chute de tension. Elle est connue, elle est tenue en considération dans la chute de tension. Très bien. On aura besoin de la section du conducteur, donc on va prendre 6 mm² dans le cas du cuivre. Et puis, donc 6 mm², donc ça favorise déjà l'utilisation voilà, donc ça favorise l'utilisation du TNC. Donc on avait dit que le TNC, on l'utilise lorsque la section ne dépasse pas 10 pour le cuivre et 16 pour mm². Donc, c'est bon pour l'usage d'un TNC. Maintenant, il reste un deuxième paramètre parce qu'il n'y a pas que la section, il y a aussi la longueur. La longueur, c'est aussi un paramètre très important. Et on l'avait dit aussi, hein, je me souviens. Voilà, je vous montre. Voilà, donc ici la section, puis la longueur aussi. Donc, dans un premier temps, la longueur qu'on va prendre, c'est égal à 80 mètres. C'est la longueur, voilà, ici. Et puis, on va supposer que le courant nominal absorbé par le récepteur, c'est égal à 25 ampères. On va voir quand est-ce qu'il faut, à quoi ça va nous servir, ou bien à quoi ça va nous servir ce courant-là, absorbé. Et puis, le disjoncteur, hein, le disjoncteur utilisé, c'est la référence. Donc, voilà. Donc, c'est lui qui va devoir capter ou bien détecter le défaut en question. Bien. Alors, donc attention, bien sûr, ce disjoncteur, donc c'est un disjoncteur magnétothermique, mais c'est pas différentiel, donc il n'est pas conçu pour la protection des humains, mais il est conçu pour la protection de la machine. D'accord. Donc il va protéger contre. Pourquoi on l'a utilisé celui-là? Parce que un disjoncteur magnétothermique, donc il protège la machine contre les courts-circuits et les surcharges. Ici, nous avons un problème de court-circuit. Donc, voilà. Et un disjoncteur magnétothermique, donc ça peut être, il se comporte à la fois comme étant un détecteur magnétique et un détecteur thermique. Dans le cas du court-circuit, donc il a un comportement, c'est la partie magnétique qui fonctionne en général, mais dans le cas d'un défaut de surtension, c'est sa partie thermique qui va jouer le rôle de détection. Bien. Maintenant, ça y est, donc on va calculer le courant de défaut. Mais avant, il faut voilà, identifier la boucle. Donc la boucle, on l'a déjà fait, donc c'est celle-là. Alors, la tension, donc c'est la tension qu'on a ici. C'est 230 volts. Hein, c'est 230 volts. Alors, 230 volts. Ici, nous avons une résistance de la ligne, c'est l'aller, mais il y a aussi une résistance fluorotour. D'accord. Rappelez-vous ce qu'on a dit, la résistance ici, elle est déjà prise en considération dans la chute de tension. Du coup, tout ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent uniquement à deux résistances, donc la résistance de l'aller et la résistance du retour. D'accord. Donc, et puis ici, nous avons quoi? Nous avons, on avait dit, voilà, on ne va pas prendre 230, mais 230 fois 0,8. Il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en considération la chute de tension au niveau du câblage. Bien, donc ici, vous avez 230 fois 0,8 volts. Ici, on a quoi? Ça, c'est le neutre. Et le neutre, ici, on devrait avoir 0 volts. Pourquoi? Parce que le neutre, si vous l'avez remarqué, déjà le courant ID, il passe directement vers le neutre. D'accord? Il passe vers le neutre pour fermer la boucle. Donc ici, ça veut dire qu'ici, il n'y a aucun courant qui traverse ce fil. Donc s'il n'y a pas de courant ici, donc il n'y aura pas non plus de tension au bord de la résistance Rn.
Ça veut dire que le potentiel que nous avons sur le nôtre, ça doit être égal tout simplement au potentiel qu'on a sur la Terre et qui est égal à 0. Bien. Alors, en faisant juste la loi d'Email ici, tout le reste, donc c'est facile à faire. Donc, on peut calculer, premièrement, la première chose à faire, c'est calculer d'abord la résistance. Donc, en utilisant R est égal à ρ fois Ls. Et le résultat, c'est combien? On trouve 0,6 ohms. C'est trop petit. Et après, pour déterminer ID, donc, on n'a qu'à prendre la tension divisée par les deux résistances ici. Donc, 0,8 divisé par R. R ici, c'est la résistance totale. Puis, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 307 ampères, qui est très, très, très grand. Très bien. Maintenant, on ne se base pas sur le courant général. Il faut passer, pour évaluer le danger, on n'utilise pas généralement le courant ID. Non, c'est parce que ce n'est pas lui qui va traverser la personne. La personne, lorsqu'elle va toucher ici, donc le paramètre qui va surtout intervenir, c'est la tension de contact. Donc, c'est pour ça qu'on va calculer sa tension de contact. Donc, en utilisant un diviseur de tension, donc c'est facile à trouver. Et puisque les deux résistances égales, donc la tension de contact ici, ça doit être la moitié de la tension du générateur. Donc, c'est 92 volts. 92 volts, c'est supérieur à la tension seuil de protection qui est de 50. Donc, il y a déjà un danger. Maintenant, s'il y a un danger, il faut chercher le temps. Rappelez-vous les 4 paramètres dont on a parlé d'évaluation du risque. Donc, il y a la tension de contact, il y a le courant qui traverse le corps humain. Ce n'est pas le courant de défaut, c'est le courant qui traverse le corps humain. Puis, il y a le temps, vous voyez. Et il y a aussi la résistance de la personne. Donc, ici, il faut parler du temps. Donc, combien de temps il faut vraiment arrêter le passage du courant. D'accord? Donc, le temps d'intervention, il faut intervenir en combien de temps pour assurer la sécurité de la personne. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser les courbes de sécurité. Donc, on n'a qu'à chercher la tension de contact, on avait dit ici 90. Donc, 90 dans un milieu sec, ça correspond. Hein, donc, ça, c'est pour les milieux secs. Ça, c'est humide et ça, c'est mouillé. Donc, il faut intervenir en moins de 450 millisecondes. Moins de 450 millisecondes. Donc, il faut couper le courant en moins de 450 millisecondes. Qui va couper le courant? Eh bien, c'est qui va détecter, en fait. Donc, c'est lui. Donc, c'est le disjoncteur qui est là. Donc, c'est lui qui va jouer ce rôle-là. Alors, il faut aussi voir le temps. Il faut vérifier que le disjoncteur qui est là, il va réellement couper avant les 450 millisecondes. Donc, il faut chercher, il faut voir quel est le temps de réponse de celui-là. C'est pour ça qu'il faut aller sur sa caractéristique, donc la courbe de déclenchement du disjoncteur. Donc, voilà. Donc, ici, attention, on travaille avec l'intensité et non pas avec la tension. L'intensité, on avait dit, c'est égal à 307. Mais ce qu'il faut faire, c'est parce que dans la courbe de déclenchement ici, on n'a pas I. En fait, on a les multiples de IR. Hein, les multiples de IR. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre avec le courant qui est de 307 et le diviser par 25. C'est quoi 25? C'est le courant absorbé. Rappelez-vous, c'est le courant absorbé par le récepteur. Donc, je reviens ici pour vous montrer le voilà, donc 25. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire sur les courbes de déclenchement. Il faut toujours, voilà, donc il faut diviser hein, pour voir. Donc, c'est un multiple, donc c'est 12,3 fois IR. 12,3 fois IR. Bien, alors, donc on cherche 12,3. 12,3, c'est ce qu'on a ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 9 millisecondes. C'est bien. Donc, voilà. Le détecteur, ou bien le disjoncteur ici, il va détecter le défaut en 9 millisecondes, ce qui est largement inférieur à 450, dans lequel il faut intervenir pour assurer la sécurité de la personne. Bien.
Donc, vous le voyez ici. Donc, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un magnétothermique, c'est un détecteur magnétothermique. Donc, voilà la partie magnétique et voilà sa partie thermique. Comme vous le voyez ici, donc c'est la partie magnétique qui détermine le temps de déclenchement. Donc, conclusion, la sécurité de la personne, elle est assurée. Le schéma TNC convient, il n'y a pas de problème. Donc, puisque le disjoncteur va couper en moins de 450 millisecondes, donc pas de souci, le schéma TNC, ça convient parfaitement. Alors maintenant, on va voir un deuxième exemple où on va changer un paramètre et le paramètre qu'on va changer, c'est la longueur du fil. Donc, au lieu de 80, on va mettre 300. Alors, en faisant ainsi, on aura une nouvelle résistance qui est très grande, plus grande par rapport à ce qu'il était avant. Et qui dit résistance importante dit un courant moins important. Et qui dit un courant moins important, un courant 10 fois moins important, dit également un retard à la réponse du disjoncteur. D'accord? Donc, le disjoncteur, donc pour lui, le courant n'est pas important, donc ça veut dire aussi que le diffond n'est pas, que le danger n'est pas important. Bien, alors on fait les mêmes calculs, on trouve donc pour le courant 82. Après, bien sûr, il faut le diviser par 25 hein, pour faire la lecture dans la courbe de déclenchement. Et là, la tension de contact, c'est toujours la même. Hein. La tension de contact, c'est toujours la même. C'est 92. Bien, c'est toujours la même. Donc, voilà. Alors, 92, ça veut dire que, voilà, donc si on fait la lecture donc, dans la courbe de sécurité, il n'y a aucun changement. Donc, il faut toujours intervenir dans les 450 millisecondes. D'accord? Parce qu'il y aura pivot dans la courbe de sécurité qu'on a ici. Où est-ce qu'elle est? Voilà, la courbe de sécurité. Donc, puisque la tension de contact n'a pas changé, donc la valeur de 450 millisecondes ne va pas non plus changer. Par contre, ici, le courant a changé. Hein. Le courant a changé. Alors, si le courant change, attention. Donc, voilà. On fait 82. Le courant 82 divisé par 25, ça donne quoi? Ça donne 3,3. 3,3. Il est là. Alors, cette fois-ci, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la partie magnétique, ce n'est pas elle qui détecte, c'est plutôt la partie thermique qui détecte. Voilà. Et lorsque la partie thermique détecte, généralement, c'est très lent. Ça va se faire en 10 secondes. Or, 10 secondes, c'est supérieur à 450 millisecondes, où il faut normalement intervenir. Donc, ici, la personne est réellement en danger. La sécurité de la personne n'est pas assurée. Ça veut dire que le schéma TNC ne convient pas. Hein, ne convient pas. Pourquoi il ne convient pas? Parce qu'on a utilisé une grande distance. Et là, je vais revenir en arrière pour vous dire, voilà, pour vous expliquer. Voilà. Donc, on avait dit que quand est-ce que le TNC ça convient? Lorsque la longueur du câble ne convient pas, pardon, lorsque la longueur du câble est trop importante. Ici, nous avons augmenté la longueur du câble. C'est pour ça que le schéma TNC ne fonctionne plus. Bien, alors maintenant qu'on a fait ça, donc on va passer à un dernier schéma. Voilà, donc voilà, le dispositif de protection doit être complété par un dispositif de protection capable d'éliminer le défaut en 450 millisecondes. Donc le disjoncteur ici, il ne va pas disjoncter avant les 450 millisecondes. Il va disjoncter à 10 secondes. Donc, et ça présente un danger pour la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter, voilà, un disjoncteur différentiel. Au lieu d'utiliser un disjoncteur différentiel, ce qu'il faut ajouter, c'est un interrupteur différentiel. Il faut utiliser un interrupteur différentiel qui va couper le courant avant les 450 millisecondes. Et là, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a déjà vu avant, un schéma dans lequel on avait un peu expliqué ces choses-là.
un peu plus en détail. Voilà, je pense que c'est ici. Voilà. Donc, vous voyez le disjoncteur magnétothermique? Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut les compléter par des interrupteurs différentiels pour assurer la sécurité de la personne. Parce que généralement, ces disjoncteurs divisionnaires, qui sont généralement de type magnétothermique, ils disjonctent en un temps supérieur au temps où il faut intervenir. D'accord? Au temps d'intervention pour assurer la sécurité. Et ce temps de disjonction du disjoncteur, ça dépend tout simplement du schéma employé pour le régime des neutres, pour la mise en masse. Bon, donc un dernier schéma qu'on va voir. Et voilà, voilà, c'est le schéma été. Mais avant, j'aimerais revenir encore ici, juste pour pour vous montrer un truc. Donc, nous utilisons un dispositif différentiel. Alors, en effet, c'est un appareil de protection très sensible. Il peut détecter les courants de 10 mA. Cependant, il ne peut pas être placé dans le circuit TNC. D'accord? On ne peut pas mettre un interrupteur différentiel dans le circuit TNC. Donc, c'est ce que j'allais vous expliquer. Hein. C'est ce que j'avais déjà expliqué, je crois, avant, lorsque je vous ai dit que, attention, ici, on ne peut pas mettre un système différentiel. Parce qu'un système différentiel, normalement, il faut avoir le neutre. Il faut avoir le neutre, les quatre fils ici, pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser un dispositif différentiel. Du coup, on n'a pas le choix. Il faut passer à TNS, hein, au TNS, où on peut utiliser un dispositif différentiel. OK. Alors maintenant, dernier schéma, donc c'est le schéma IT. Alors, I, ça veut dire que le neutre, il est isolé, ou bien on peut l'isoler carrément, comme on peut l'isoler via une grande impédance par rapport à la Terre. On peut l'isoler de la Terre. Et la masse ici, elle est liée à la Terre. Bien, alors sur le schéma, voilà. Donc vous voyez le neutre ici, elle est isolée de la Terre. Hein, elle est isolée. Et elle est isolée, donc on peut couper carrément. Sinon, ce qu'on fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met une grande impédance ici. Hein, on met une grande impédance ici. Donc une grande impédance, c'est une sorte d'isolation par rapport à la Terre. Bien sûr, ici pour les récepteurs, on les met en contact avec la Terre. Très bien. Alors, ok, donc la grande impédance, il est là. Hein, donc, et puis, il y a un système, un système comme un système d'alarme qui clignote en cas de défaut, en cas du premier défaut. Alors, dans le schéma été, on va parler du premier et du deuxième défaut. Alors, pourquoi? Parce que le premier défaut dans un schéma IT, c'est pour ça qu'il est très conseillé d'utiliser, ça coûte cher un peu, c'est coûteux, parce que le premier défaut, hein, il ne présente aucun danger dans ce schéma-là. Mais le deuxième, elle présente un danger. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque le premier défaut qui ne présente pas de danger intervient, il y a quelque chose qui clignote ici. Donc, c'est le CPI, il clignote, il donne une sorte d'alarme pour intervenir avant que le deuxième défaut arrive. Donc, c'est pour ça que le genre de schéma, on les utilise dans des hôpitaux, dans des endroits où il ne faut pas couper le courant. D'accord? Donc, il ne faut pas couper le courant pour régler le problème de le défaut. Donc, c'est-à-dire, on règle toujours le défaut avant que le deuxième arrive. D'accord? Donc, avant que le deuxième arrive. Bien. Alors,
OK, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est que lorsque le premier défaut arrive, donc lorsque nous avons un défaut au niveau du récepteur 1, donc voilà le circuit de défaut. Voilà, donc c'est la phase. Et puis, ça passe par la masse, ça va descendre dans la résistance fictive ici, et puis, hop, elle va monter ici par la résistance fictive du neutre, et puis par la grande impédance qu'on a ici. Et c'est comme ça que ça va fermer le circuit. Donc, nous avons une tension de 230 volts qui va donner un courant de défaut, mais le courant de défaut, elle doit traverser les trois résistances qui est la première résistance fictive la première résistance de mise à la terre, la deuxième résistance de mise à la terre, mais surtout cette impédance qui est très importante. Alors, c'est cette impédance-là qui va limiter énormément l'intensité du courant du défaut et éliminer carrément le danger. C'est pour ça qu'on a dit que le premier défaut, il ne présente aucun danger. D'accord? Donc, le premier défaut ici, il ne présente aucun danger. Mais lorsqu'on aura un deuxième défaut, c'est là que nous aurons un grand défaut. D'accord? C'est là que nous aurons un grand défaut. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc dès que le premier défaut arrive, donc on le répare avant que le second arrive. D'accord? Ok. L'essentiel ici, c'est qu'on ne doit pas avoir les deux défauts en même temps. C'est là que ça présente, c'est là que ça va couper le courant. Le disjoncteur va couper. Mais on n'a pas intérêt qu'il coupe le courant. D'accord? Donc, c'est pour assurer la continuité. Donc, comme j'ai dit, dans les hôpitaux et tout ça, dans des systèmes, il faut tout le temps être équipé en électricité. Il ne faut pas couper. Hein. C'est pour ça qu'on prévoit ce schéma IT dans ce genre d'endroit. Bien. Alors, voilà. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, le circuit de défaut. Donc, il y a la phase L1. Donc, le courant ID, ça va traverser RU, puis Rn, mais surtout le Z qui est ici. D'accord? Ici, on met une grande impédance. Alors, le calcul de l'impédance ici, donc, voilà, c'est 3540. Donc, c'est énorme comparé avec RU et Rn. Du coup, on néglige dans les calculs, on peut négliger Rn et RU. On peut les négliger, donc c'est ce qu'on a fait ici. On met tout simplement V divisé par ZCT et le résultat, c'est combien? C'est 0,065. Donc ici, vous avez un chiffre, vous avez un IT qui est tellement petit, donc qui ne pose aucun problème. Et après, on peut calculer la tension de contact, bien sûr, pour la comparer avec la tension C. Donc ici, attention, il y a une erreur, ça c'est en volts. Donc, la tension de contact, c'est RU fois ID. Bien sûr, lorsque la personne vient toucher ici. Donc, la tension qu'on a ici, c'est la résistance RU fois ID. Vous voyez, hein, c'est ça la tension, c'est pour ça qu'on a utilisé RU. Donc, UC, c'est au bord de la résistance RU. Donc, c'est égal à 0,65 volts. Mais c'est très petit, largement très petit. Par rapport à 50 volts, c'est pour ça qu'on dit que dans un schéma IT, le premier défaut, ça pose aucun problème. Très bien. Et ça, c'est un grand avantage pour schéma IT. Alors, mais lorsque le deuxième défaut arrive, attention, ZU ou bien le ZT, cette impédance n'intervient plus. Pourquoi? Alors, lorsque le deuxième défaut arrive ici, donc on va imaginer que c'est la phase 3 qui est mise en contact avec la carcasse. Donc, voilà le circuit de défaut. Donc, voilà le courant ID. Il va passer par là. Donc, il va rencontrer une résistance du fil déjà, de la ligne. Bien sûr, il y a la chute de tension ici. Donc, il y a la résistance de la ligne. Il y a une petite résistance de contact ici. Puis, le courant va passer par le PE.
il arrive sur la carcasse, mais n'oubliez pas que nous avons un défaut ici, le premier défaut. Donc, s'il arrive sur la carcasse, donc, puisqu'il y a un défaut ici, donc la carcasse elle est mise en contact avec la phase, donc là, le courant va entrer dans la phase. C'est là qu'il va monter sur cette ligne et revenir sur le transformateur. Donc, vous voyez que ici, cette fois-ci, le ZU n'est pas sur le chemin du courant ID. Il y a une autre remarque qu'il faut noter ici, c'est que, voilà, donc déjà, la résistance, elle est très faible, parce qu'on a que 10 lignes. Ça veut dire que le courant serait tellement important, le courant du défaut, mais il y a un autre point auquel il faut faire attention, parce qu'ici, on est parti de la phase 1 et on est revenu sur la phase, pardon, on est parti de la phase 3 et on est revenu sur la phase 1. Et la tension ici, ce n'est pas 130, ce n'est pas 230, c'est 400. Hein? Donc, vous avez ici une tension de 400. Alors, 400, c'est important. Et en plus, vous avez des résistances faibles, alors ça veut dire que le courant, ça va être tellement grand, et c'est là que le disjoncteur va couper, la tension sur le système. Très bien. OK, alors donc ici, voilà, donc on vous rappelle quelques avantages et quelques inconvénients. Donc voilà, par exemple, pas de coupure au premier défaut, c'est ce qu'on avait dit. L'installation permet la poursuite de l'exploitation de l'énergie malgré le premier défaut d'isolement, comme les salles d'opération en hôpital, les sécurités aériennes, etc. etc. Voilà, donc inconvénient, voilà, nécessite d'avoir un spécialiste en dépannage pour supprimer ce défaut très rapidement avant l'apparition d'un deuxième défaut. Donc, dès que le premier défaut arrive, il faut vraiment que quelqu'un, un spécialiste, soit là pour intervenir avant que le deuxième défaut arrive. Alors, ce schéma oblige la mise en place d'un contrôleur permanent d'isolement. Donc, c'est ce qu'on a dit, le CPI. C'est une sorte d'alarme qui fonctionne dès que le premier défaut intervient. Bien, alors merci. Donc, on vient de finir en fait le chapitre numéro 1. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer au chapitre numéro 2. Merci.